21 mai. Presque une semaine s'est écoulée et je n'ai pas encore fait connaissance avec les dames Ligovska. J'attends une occasion favorable. Grutchnitsky suit la princesse Marie comme son ombre. Leurs conversations ne finissent pas. Quand l'ennuiera-t-il? La mère ne fait pas attention à Grutchnitsky parce qu'il n'est pas ce qu'on appelle un parti. Voilà une logique de mère. J'ai surpris 2 ou 3 coups d'œil de tendresse. Il faut mettre fin à cela. Hier, pour la première fois, Viera est venue au puits. Elle n'était pas sortie de chez elle depuis le jour où nous nous sommes rencontrés dans la grotte. Nous avons plongé nos verres en même temps dans le puits, et en échangeant un salut, elle m'a dit doucement « Tu ne veux donc pas faire connaissance avec les dames Ligovska? Nous ne pourrons cependant nous voir que là. » Un reproche? C'est ennuyeux, mais je l'ai mérité. À propos, demain il y a un bal par souscription dans le salon de l'hôtel. Eh bien, j'irai danser la mazurka avec la princesse. 29 mai. Le salon de l'hôtel a été transformé en salon de noble compagnie. À 10 heures, tout le monde était arrivé. La princesse et sa fille sont venues les dernières. Beaucoup de dames les ont regardées avec envie et malveillance, car la princesse était mise avec goût. Celles qui ont des prétentions aristocratiques, cachant leur envie, se sont rapprochées d'elle. Ici, dans toute réunion de femmes, le cercle se compose d'éléments très hauts et très bas. Près d'une fenêtre, au milieu de la foule, Grutchnitsky est debout, appuyant sa tête contre la vitre et ne quittant pas des yeux sa déesse. Elle lui a fait en passant un salut à peine marqué. Il s'est épanoui comme un soleil. Les danses ont commencé par une polonaise, puis on a joué une valse. Les éperons se sont mis à sonner et les pans d'habits à voltiger et à tourner. J'étais debout, derrière une grosse dame couverte de plumes roses. L'ampleur de sa robe me rappelait le temps des paniers, et la bigarrure de sa peau, fort peu unie, l'heureuse époque des mouches de taffetas noir. Une énorme verrue qu'elle avait au cou était dissimulée par un fermoir de chêne. Elle disait à son cavalier, capitaine de dragon, « Cette petite princesse Ligovska est une insupportable fillette. Figurez-vous qu'elle m'a heurté et ne m'en a pas fait ses excuses. Et de plus, elle s'est retournée et m'a lorgné. C'est impayable. Et de quoi est-elle si fière? On devrait la mettre à la raison. » « Ça ne tardera pas à venir, » a répondu l'officieux capitaine, et il est allé dans une autre salle. Je me suis alors approché de la princesse et l'ai invitée à valser, profitant ainsi de l'usage admis aux eaux où l'on peut danser avec les dames que l'on ne connaît pas. Elle a eu de la peine à contenir un sourire et à cacher son triomphe, mais elle a réussi assez vite à prendre un air indifférent et même sévère. Elle a appuyé négligemment sa main sur mon épaule, a penché légèrement sa tête de côté, et nous nous sommes élancés. Je ne connais point de taille plus voluptueuse et plus souple. Sa fraîche haleine courait sur mon visage. Une boucle de ses cheveux arrachés à ses bandeaux par le tourbillon de la valse effleurait parfois ma joue brûlante. J'ai fait 3 tours. Elle valse admirablement. Elle a perdu haleine, ses yeux se sont troublés et ses lèvres ont pu à peine prononcer le banal « Merci, monsieur ». Après quelques minutes de silence, je lui ai dit en prenant un air très humble « J'ai appris, princesse, que, quoique nous ne nous connaissions pas, j'ai déjà eu le malheur de mériter votre inimitié. Vous me trouvez impertinent, m'a-t-on dit. Est-ce la vérité ? Voudriez-vous en ce moment me confirmer dans cette opinion ?» a-t-elle répondu avec une petite mine pénétrante qui allait du reste fort bien à sa figure pleine de mobilité. « Si j'ai eu l'audace de vous offenser, permettez-moi d'avoir l'audace plus grande de vous en demander pardon. Mais vraiment, je désirerais bien vous prouver que vous vous êtes trompé sur mon compte. » « Cela vous sera assez difficile. » « Pourquoi donc ? » « Parce que vous ne venez pas chez nous et ce bal probablement ne se répétera pas souvent. »
ce qui signifie, ai-je pensé, que leur porte est toujours fermée pour moi. « Vous savez, princesse, lui ai-je dit avec un peu de dépit, il ne faut jamais fermer l'oreille au repentir d'un coupable. Avec le désespoir, il peut le devenir 2 fois plus. Et alors ?» Les rires et les chuchotements de ceux qui nous entouraient m'ont forcé à me retourner et à interrompre ma phrase. À quelques pas de moi se trouvait un groupe d'hommes, et dans ce groupe, le capitaine de dragons qui m'avait paru méditer des projets hostiles contre cette chère princesse. Il semblait particulièrement très satisfait de quelque chose, riait, se frottait les mains et échangeait des œillades avec ses compagnons. Soudain, du milieu d'eux s'était détaché un monsieur en habit, ayant de longues moustaches, une figure rouge, et qui, en trébuchant, s'est dirigé droit vers la princesse. Il était ivre. Il s'est arrêté devant la pauvre fille, qui en était toute troublée, a croisé ses mains derrière lui, et, fixant sur elle ses yeux gris, lui a dit d'une voix de soprano enrouée « Permettez-moi, mais non, plus simplement, je vous engage pour la mazurka. »« Que désirez-vous » a-t-elle répondu d'une voix tremblante, et jetant tout autour un regard suppliant. Hélas, sa mère était assez loin de là, et près d'elle pas un de ses cavaliers de connaissance. Un seul aide-de-camp m'a paru voir tout cela, mais il s'est caché dans la foule afin de s'éviter une histoire. « Quoi donc ?» a dit le monsieur ivre, en faisant signe du coin de l'œil au capitaine de dragon qui l'encourageait de ses gestes. « Est-ce que je vous déplais ? J'ai de nouveau l'honneur de vous engager pour la mazurka. Vous pensez peut-être que je suis ivre, mais ce n'est rien. Je suis très ingambe, je puis vous assurer. » Je voyais qu'elle était prête à s'évanouir de frayeur et d'indignation. Je suis allé droit au monsieur ivre, je l'ai pris assez solidement par le bras, l'ai regardé fixement dans les yeux, et l'ai invité à se retirer parce que la princesse m'avait déjà promis depuis longtemps de danser la mazurka avec moi. « Dans ce cas, il n'y a rien à faire, » a-t-il dit d'un air moqueur. « À une autre fois !» Et il est allé rejoindre ses compagnons qui rougissaient et qui l'ont emmené dans une autre salle. J'ai été récompensé par un profond et admirable regard. La princesse est allée trouver sa mère et lui a tout raconté. Celle-ci m'a cherché dans la foule et m'a remercié. Elle m'a déclaré qu'elle connaissait ma mère et qu'elle était liée avec une demi-douzaine de mes tantes. Je ne sais comment une occasion ne nous a pas mis en rapport, a-t-elle ajouté, pendant ces jours-ci, mais avouez que vous en êtes seule la cause, car vous nous fuyez comme on ne l'a jamais vu faire. J'espère que l'air de mon salon dissipera votre spleen, n'est-ce pas vrai ? Je lui ai débité une de ces phrases qu'on a toujours prêtes pour de semblables occasions. Et les quadrilles se sont prolongées fort longtemps. Enfin, du haut de la galerie, la musique a retenti, et nous nous sommes assis avec la jeune princesse. Je ne lui ai pas parlé une seule fois du monsieur ivre, ni de ma conduite précédente, ni de Grutschnitski. L'impression qu'avait produite sur elle cette scène désagréable s'est évanouie peu à peu, et son visage a repris ses couleurs. Elle a plaisanté très finement, et sa conversation a été spirituelle, sans prétention à l'esprit, vive et dégagée, ses remarques quelquefois profondes. Je lui ai fait entendre au milieu de quelques phrases très entortillées qu'elle me plaisait beaucoup, depuis longtemps. Elle a penché sa tête et a rougi légèrement. « Vous êtes un homme bizarre, » m'a-t-elle dit ensuite en fixant sur moi ses yeux veloutés et en s'efforçant de sourire. « Je n'ai point voulu faire votre connaissance, ai-je repris, parce que vous aviez un trop grand cercle d'adorateurs, et je craignais de disparaître complètement au milieu d'eux. Vous avez eu tort d'avoir cette crainte, car ils sont tous ennuyeux. »« Tous ? Est-ce possible ? Tous ?» Elle m'a regardé fixement, tâchant de se souvenir, puis elle a rougi de nouveau légèrement, et enfin a prononcé « Décidément tous ? Mon ami Grutschnitski aussi ? Ah, il est votre ami ? A-t-elle dit en montrant quelque doute. « Oui. » « Il n'est pas, en effet, dans la catégorie des ennuyeux. »« Mais alors, il est dans celle des malheureux ?» lui ai-je dit en plaisantant.
Sans doute, mais vous êtes un moqueur. Je voudrais bien que vous fussiez à sa place. Pourquoi? Mais j'ai été moi-même sous-officier autrefois, et c'est là le meilleur temps de ma vie. Mais est-ce qu'il est sous-officier? A-t-elle dit vivement. Puis elle a ajouté. Mais je croyais. Que croyez-vous? Rien. Quelle est cette dame? La conversation a alors changé de direction, et nous ne sommes plus revenus sur tout cela. Enfin, la mazurka a fini, et nous nous sommes séparés en nous disant au revoir. Ces dames sont parties, et moi je suis allé souper et ai rencontré Werner. « Ah, m'a-t-il dit, c'est ainsi que vous êtes. Vous ne vouliez faire connaissance avec la princesse que dans le cas où vous auriez à la sauver d'une mort certaine. » Et j'ai fait mieux, lui ai-je répondu. Je l'ai sauvée d'un évanouissement en plein bal. Comment donc? Racontez-moi cela. Devinez, vous qui devinez tout en ce monde. 30 mai. Vers les 7 heures du soir, je suis allé me promener sur le boulevard. Grutschnitski m'a aperçu de loin et est venu à moi. Une joie railleuse brillait dans son regard. Il m'a serré la main fortement et m'a dit d'une voix tragique « Je te remercie, Pétchorine. Me comprends-tu » ? Non, je ne sais ce qui me vaut ton remerciement. Je ne me rappelle pas réellement t'avoir rendu quelque service. Comment? Mais hier. Est-ce que tu as déjà oublié? Marie m'a tout raconté. Ah, mais est-ce que tout est déjà commun entre vous, même la reconnaissance? Écoute, m'a dit Grutschnitski très sérieusement, ne te moque pas, je t'en prie, de mon amour si tu veux rester mon ami. J'aime Marie à la folie, et je crois et j'espère qu'elle m'aimera aussi. J'ai une prière à te faire. Tu iras chez elle ce soir. Promets-moi de tout observer. Je sais que tu es très habile à cela et que tu connais mieux les femmes que moi. Ah, les femmes, qui peut les deviner? Leurs sourires contredisent leurs regards, leurs paroles promettent et engagent, et le son de leur voix repousse. Tantôt elles devinent et pénètrent nos plus secrètes pensées, tantôt elles ne comprennent plus nos plus claires allusions. Voilà ce qu'est la jeune princesse. Hier, ses yeux brillaient passionnément en s'arrêtant sur moi. Maintenant, ils sont éteints et froids. C'est peut-être la conséquence de l'effet des eaux, lui ai-je dit. Tu vois tout de travers. Tu es décidément un matérialiste, a-t-il ajouté avec dédain. Changeons de matière. Et content de ce mauvais jeu de mots, il est devenu plus gai. À 8 heures, nous sommes allés ensemble chez la princesse. En passant près de la maison de Viera, je l'ai aperçue à sa croisée. Nous avons échangé un rapide regard. Elle n'a pas tardé à arriver après nous chez les dames Ligovska. La princesse mère m'a présenté à elle comme à sa parente. On a bu le thé. Il y avait beaucoup de monde et la conversation est devenue générale. Je me suis efforcé de plaire à madame Ligovska. J'ai plaisanté et je l'ai fait rire quelquefois de bon cœur. La jeune princesse avait également envie de rire, mais elle se retenait pour ne pas sortir du rôle qu'elle s'était choisi. Elle trouve que la langueur lui va et peut-être ne se trompe-t-elle point. Grutschnitski est très heureux de voir que ma gaieté ne se communique pas à elle. Après le thé, tout le monde est rentré au salon. « Êtes-vous satisfaite de mon obéissance, Viera ?» lui ai-je dit en passant près d'elle. Elle m'a jeté un regard plein d'amour et de reconnaissance. Je suis habitué à ces regards, et cependant, autrefois, ils faisaient mon bonheur. La princesse a fait asseoir sa fille au piano, tout le monde l'a priée de chanter. Je me suis tu et, profitant du mouvement général, je me suis approché d'une fenêtre avec Viera, qui avait envie de me raconter quelque chose de très sérieux pour nous deux. C'était une niaiserie. Mon indifférence néanmoins a fait de la peine à la princesse Marie, comme j'ai pu m'en apercevoir à un regard plein de dépit qu'elle m'a lancé. Et je comprends admirablement ce langage muet mais expressif, concis, mais énergique. Elle s'est mise à chanter. Sa voix n'est pas mauvaise, mais elle chante mal. Du reste, je n'ai pas écouté. Grutschnitski, au contraire, accoudé sur l'instrument devant elle, la dévorait des yeux et s'écriait à chaque instant à haute voix « Charmant, délicieux !»
« Écoute, m'a dit Viera, je ne veux point que tu fasses connaissance avec mon mari, mais tu devras faire la conquête de la princesse mère. Cela t'est facile, tu peux tout ce que tu veux, et nous ne nous verrons qu'ici. » Seulement, elle a rougi et a continué. « Tu sais que je suis ton esclave et que jamais je n'ai pu te résister. Aussi en serais-je puni quelque jour, tu cesseras de m'aimer. Je veux au moins sauver ma réputation. Ce n'est pas pour moi-même, tu le sais très bien. Mais je t'en supplie, ne me tourmente pas comme autrefois avec tes doutes inutiles et tes froideurs simulées. Je mourrai peut-être bientôt. Je sens que je m'affaiblis de jour en jour, et malgré tout cela, je ne puis songer à la vie future. Je ne pense qu'à toi. Vous autres hommes, vous ne comprenez pas les jouissances du regard, des serrements de main. Je te jure qu'entendre ta voix me fait éprouver une étrange et profonde sensation de bonheur, telle que tes baisers les plus ardents ne pourraient m'en procurer. » La princesse Marie avait cessé de chanter. Un murmure d'éloges s'est élevé autour d'elle. Je me suis approché après tous et lui ai dit que, pour mon compte, je trouvais sa voix assez négligée. Elle a fait la moue en plissant sa lèvre inférieure et s'est inclinée d'une manière fort moqueuse en me disant « Cela est d'autant plus flatteur pour moi que vous ne m'avez pas du tout écouté, mais peut-être n'aimez-vous pas la musique ? Au contraire, et surtout après dîner. Grutschnitski a raison de dire que vous avez des goûts prosaïques, et je vois que vous n'aimez la musique que sous le rapport gastronomique. Vous vous trompez encore. Je ne suis pas du tout gastronome, mais j'ai un mauvais estomac. Or, la musique après dîner endort, et dormir après le dîner est fort salutaire. Par conséquent, j'aime la musique sous le rapport hygiénique. Ce soir, au contraire, elle m'agite trop les nerfs, elle me rend trop triste ou trop gai, et c'est fort désagréable de s'attrister ou de s'égayer lorsqu'on n'a pas de raison pour cela, surtout dans le monde où la tristesse est ridicule et une trop grande gaieté indécente. » Elle ne m'a pas écouté jusqu'au bout, s'est éloignée et est allée s'asseoir près de Grutschnitski. Une conversation sentimentale s'est établie entre eux. Il m'a semblé que la princesse répondait à ces phrases recherchées assez distraitement et sans à-propos, quoiqu'elle s'efforçât de lui montrer qu'elle l'écoutait avec attention, car il jetait sur elle parfois des regards d'admiration, tâchant de deviner la cause de l'agitation secrète que trahissaient souvent ses yeux inquiets. « Je vous ai deviné, chère princesse, prenez garde, vous voulez me rendre l'appareil en même monnaie et piquer mon amour-propre. Vous ne réussirez pas, et si vous me déclarez la guerre, je serai aussi sans pitié. » Pendant le restant de la soirée, j'ai tâché de me mêler à leur conversation, mais elle a accueilli assez sèchement mes remarques, et je me suis éloigné avec une peine simulée. La princesse triomphait, et Grutschnitski aussi. Triomphez, mes amis, hâtez-vous. Vous ne triompherez pas longtemps, j'en ai le pressentiment. Dans mes relations avec les femmes, j'ai toujours deviné tout d'abord si elles m'aimeraient ou non. J'ai achevé la soirée auprès de Viera, à parler d'un temps déjà lointain. Pourquoi m'aime-t-elle tant? Vraiment, je ne le sais, d'autant plus que c'est la seule femme qui m'ait entièrement compris avec mes petites faiblesses et mes mauvaises passions. Il est impossible que le mal soit si attrayant. Je suis parti avec Grutschnitski. Dans la rue, il m'a pris le bras et après un long instant de silence, il m'a dit « Eh bien, quoi ?»« Tu es un sot » avais-je envie de lui répondre, mais je me suis retenu et n'ai fait que lever les épaules. 6 juin. Pendant tous ces jours-là, je ne me suis pas écarté un seul instant de mon système. Ma conversation commence à plaire à la jeune princesse Marie. Je lui ai raconté quelques-uns des plus étranges incidents de ma vie, et déjà elle me considère comme un homme extraordinaire. Je me moque un peu de tout en ce monde et surtout du sentimentalisme.
Cela commence à l'effrayer. Elle n'ose déjà plus, devant moi, entamer avec Grutschnitski une lutte de sentiments. Elle a déjà répondu quelquefois à ses sorties par des sourires railleurs. Mais chaque fois que Grutschnitski s'approche d'elle, je prends un air calme et je les laisse ensemble. La première fois, elle a été contente de cela, et au moins a essayé de le paraître. À la seconde, elle s'est fâchée contre moi. À la troisième, contre Grutschnitski. « Vous avez bien peu d'amour-propre, m'a-t-elle dit un soir. Pourquoi croyez-vous que j'ai plus de plaisir à me trouver avec Grutschnitski qu'avec vous ?» Je lui ai répondu que je sacrifiais mon plaisir au bonheur de mon ami. « Et le mien ?» a-t-elle ajouté. Je l'ai regardée fixement en prenant un air sérieux. Ensuite, de toute la journée, je ne lui ai pas dit un mot. Ce soir, elle était pensive, et ce matin, auprès du puits, elle l'était encore davantage. Lorsque je me suis approché d'elle, elle écoutait distraitement Grutschnitski, qui s'extasiait sur la nature, et lorsqu'elle m'a vu, elle s'est mise à rire aux éclats, très mal à propos et en ayant l'air de ne pas m'avoir aperçu. Je me suis éloigné et me suis mis à la surveiller à la dérobée. Elle s'est d'abord écartée de son compagnon de causerie, puis a bâillé 2 fois. Décidément, Grutschnitski l'importune. Je resterai encore 2 jours sans causer avec elle.